Mais clairement pas chercheuse, genre qui veut être chercheur quand t'as 3 ans, sérieux? Personne en vrai. Moi je veux continuer dans la carrière universitaire. Inch'Allah, comme on dit. Eh ben super. I have an idea of what I want to do. If I'm gonna do it, I don't know. En gros, souvent, c'est l'étape où on vient d'avoir son doctorat et on continue dans le milieu de la recherche, mais où on n'est pas encore titulaire. Je cherche un travail de maître de conférence. Moi, j'ai un peu la même idée. Donc, bon courage. Clairement, je voulais pas faire enseignant. Enfin, c'est pas un rêve de gamine de faire enseignant-chercheur, souvent. Hein. Mais je vais quand même dire. Enfin, j'avais quand même l'exemple dans ma famille, mon papa est maître de conférence. Ça, c'est dans ma culture. Le système académique a toujours été dans ma culture familiale. Donc, disons que c'est pas quelque chose que je n'avais pas envie de faire. Mais forcément, c'est quelque chose qui a été toujours présent. Disons que j'ai toujours été une bonne élève. J'avais pas de rêve de devenir chanteuse ou pompier ou je ne sais quoi. Mais par contre, je savais que j'étais très bien à l'école. J'étais très à l'aise et c'est quelque chose qui me plaisait d'apprendre, etc. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, que ce soit au collège, au lycée, à la fac, je prenais beaucoup de plaisir à aller en cours, tout ça, c'est quelque chose... et donc, en fait, à la fac, quand je me suis retrouvée en Master 1, je me suis dit, mince, je me vois pas aller sur le marché du travail, en fait. Je me voyais pas aller sur le secteur privé, je voyais pas bien une branche qui m'attirait plus particulièrement. Je voulais un peu continuer à apprendre, finalement. Et donc, je me suis dit, tiens, allez, essayons la thèse, quoi. Disons que je savais que j'avais un bon niveau académique qui me permettait de continuer en thèse. Et donc, c'est là que j'ai contacté un professeur qui m'a mis sur... et qui a fait que une chose en entraînant une autre. Mais non, je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas une vocation, la thèse. C'est pas quelque chose... En tout cas, c'est pas quelque chose qu'on anticipe, quoi. Mais c'est plus une suite d'opportunités, de choix qui ont fait que... Quand j'étais petit, je voulais être journaliste. Quand je suis devenu grand petit, j'ai très vite compris que j'avais absolument besoin de me tenir loin du monde tel qu'il va. Que j'avais besoin d'être dans une position d'observateur plutôt que dans une position d'acteur. Qu'il fallait absolument que je me sentirais pas à ma place en ayant les mains dans le cambouis les mains dans le cambouis au sens d'être dans la vraie vie. Et que donc j'avais besoin d'un métier où on est un peu dans une position extérieure vis-à-vis du monde comme il va. Et je crois que c'est un peu la cohérence entre le journalisme et la recherche académique. Je voulais être journaliste. Ouais. Mais au final, c'est pas si loin, je trouve, ce qu'on fait. Dans le sens où... Journaliste, je voulais être journaliste parce que je voulais parler d'actualité, de sujets... parler de la vie des gens, etc. Et j'aimais écrire. Et au final, je trouve que dans la recherche, il faut aimer écrire. Et puis, on se pose des questions sur le monde qui nous entoure. Donc, c'est pas si loin. Je voulais faire archéologue, donc un peu chercheur quand même. Il y avait un petit bout de ça. Mais à un moment, j'ai quitté un peu les sciences sociales, on va dire. Et du coup, l'archéologie est plus devenu un objectif en soi. Jusqu'à la fin du bac, j'avais je pense que... Je sais pas si c'était... J'aurais du mal à me rappeler si j'y croyais vraiment à ce moment-là.
Mais en tout cas, c'était quand même une sorte de vocation possible de ma vie, qui a disparu complètement en commençant les études. Alors c'était ni Indiana Jones ni la recherche, c'était une sorte d'entre-deux, un truc de personnes qui... le côté fouille, j'aimais bien le concept de fouille. Je sais pas trop pourquoi, mais sachant qu'après j'ai développé une aversion assez énorme pour tout ce qui est voyage et tout ça, le métier d'archéologue était plus très... le côté justement qui me fascinait un peu quand j'étais jeune ne me fascinait plus du tout, donc je pense qu'il y a beaucoup de... ça a complètement changé. Puis j'avais une sorte de fascination pour l'Égypte et tout ça, pour l'Égypte antique, qui aussi est passée en fait, juste avec l'âge, avec le temps. Moi, je pense médecin. Ouais. Je suis passée partout. Moi, je voulais être kiné. Moi, je voulais être avocate. Et c'est, je crois, vers mes 16-17 ans que j'ai découvert la recherche en biologie, je crois. J'étais en mode OK. Ça, j'aime bien. Je voulais être bibliothécaire parce qu'en fait, j'adorais quand j'allais à la bibliothèque avec mes parents, j'adorais quand la bibliothécaire, elle passait le livre sur la caisse, là. Et en fait, ça faisait un bip. Et j'adorais le bip que les livres faisaient. Voilà, donc c'était pas du... C'est pas du tout prestigieux comme métier, mais c'était ce que je voulais faire, donc je voulais être bibliothécaire. J'avais pas des rêves très ambitieux. Mes parents m'ont toujours dit, tu feras le métier que tu veux, si tu veux être boulangère, tu seras boulangère, si tu veux être architecte, tu seras architecte, et j'avais vraiment aucune pression, et donc c'est... Voilà, j'avais pas d'ambition non plus, démesurée. Chanteuse. Ou maîtresse d'école. Mais ça, toujours un peu en vrai, maîtresse d'école, je pense que j'aimerais bien. Mais ça rejoint un peu le fait de donner des cours, donc ça rejoint un peu le fait d'être prof. Maîtresse d'école, oui, je voulais être aussi, je pense. Mais clairement pas chercheuse, genre qui veut être chercheur quand t'as 3 ans, sérieux? Personne en vrai. Et bon, ouais. Enfin, après, c'est genre pourquoi est-ce que l'astronaute c'est ultra connu et démocratisé et genre ça l'est pas, tu vois. Genre, il y a beaucoup plus de chercheurs que d'astronautes. Ouais, c'est vrai. C'est ultra rare d'être astronaute et on sait pas ce qu'ils font les astronautes. Peut-être les et enfants pourtant, qui ont des parents chercheurs, ils veulent être chercheurs. Peut-être un peu, ouais. Ouais, même pas sûr. Mais ouais, déjà, au moins, eux, ils connaissent. Alors que la plupart des gens, ils connaissent pas. Moi, je sais que je voulais être psy, mais je devais être déjà un peu grande, je pense. Ou alors, Oui, c'est vraiment... C'est quoi petite? Quand t'es petite, tu sais, tu veux être... je sais pas, moi... Moins de 10 ans. Moins de 10 ans? Moi, je voulais être astronaute. Ah, c'est bien, ça. Oui, généralement, tu dis pas chercheuse quand t'as moins de 10 ans. Bon, écoute, un astronaute, il pourrait avoir un oui, doctorat, non, c'est vrai. Mais on est dans des trucs quand même très rationnels, hein, toutes les deux. Bon, c'était pas très rationnel être astronaute. Ouais, non, c'est pas un peu très un rêve. Non, c'est vrai. On n'avait pas des rêves astronautes, enfin, c'est pas rationnel, tu vois, mais c'est pas... Mais c'est un rêve incroyable. Je sais pas, oui, c'est un rêve incroyable. Non, mais c'est au même niveau que d'être une star de cinéma. Ah non, c'est au même niveau. Oui. Ah si, quand même. En termes de probabilité d'être astronaute, effectivement, je pense que t'as même plus de probabilité d'être une star de cinéma que d'être astronaute. Oui, voilà. Oui, non, ça, c'est quand même... Dans ma thèse, il n'y avait pas ma passion. Mais l'idée de faire une thèse en neurosciences computationnelles, c'est venu assez naturellement. Le métier de chercheur, il me plaît depuis assez longtemps. Je dirais depuis la terminale. J'ai eu un exemple familial avec ma mère qui est chercheuse. Et en terminale, je voulais être chercheur en économie. Et au final, progressivement, je me suis intéressé aux sciences cognitives. Donc tout ce qui est en rapport avec la cognition, donc la perception, la mémoire, comment fonctionne le cerveau, etc. Et du coup, progressivement, c'est devenu de plus en plus évident que je voulais devenir chercheur dans ce domaine et du coup qu'il fallait faire une thèse pour arriver là. Une fois qu'on a soutenu sa thèse, on quitte un statut d'étudiant où on était inscrit pour un diplôme qui s'appelle le doctorat et on se met en recherche d'emploi. L'emploi classique, c'est celui d'enseignant-chercheur à l'université ou dans des organismes de recherche, le CNRS, l'INRA, l'INSERM. Et donc ça veut dire, comme dans tous les métiers, présenter sa candidature à des offres d'emploi qui sont ouvertes, en espérant être choisi souvent parmi de nombreuses candidatures et sur la base d'une compétition qui est, si ce n'est féroce, au moins réelle.
de telle sorte que beaucoup d'étudiants de doctorat choisissent d'approfondir leur formation en faisant ce qu'on appelle un post-doctorat. En gros, souvent, c'est l'étape où on vient d'avoir son doctorat et on continue dans le milieu de la recherche, mais où on n'est pas encore titulaire. Je pense que tout type de... C'est-à-dire on n'est pas encore titularisé, on n'est pas encore fonctionnaire, on n'est pas prof, maître de conférence à la fac. Donc tout type finalement de poste après un doctorat et qui n'est pas un poste permanent peut être considéré comme un postdoc. C'est-à-dire on continue à apprendre à faire de la recherche dans un nouvel environnement en général parce qu'on ne fait pas son postdoc au même endroit que son doctorat et qui crée une espèce de sas qui permet aussi d'avoir plusieurs années de recherche d'emploi pour déposer ses candidatures et de maturer son profil de recherche et les travaux qui ont commencé à être réalisés pendant la thèse. On peut aussi enseigner un petit peu, mais où on va faire beaucoup de recherches, généralement dans un autre laboratoire, parfois à l'étranger, ce qui a été mon cas. Et ensuite, après ça, c'est généralement plus facile, on arrive avec un bagage de chercheurs plus important et c'est généralement plus facile de postuler après sur le marché du travail, en fait, des maîtres de conférences, des enseignants-chercheurs en France, ou ailleurs d'ailleurs. Et donc t'es maître de conférence, après tu passes une habilitation à diriger des recherches, donc pour pouvoir encadrer des thèses notamment, et ça peut te faire passer professeur à la fac. Mais du coup, maître de conférence, par abus de langage, tu peux dire que t'es prof à la fac en quelque sorte, quoi. T'es enseignant. Tu es enseignant. Oui, mais bon, prof, oui. Oui, prof à la fac, oui, voilà. Juste pas professeur des universités, oui, voilà. Qui est quand même l'échelon au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il y a une plateforme où on s'inscrit sur cette plateforme-là. Il fallait passer, donc il faut passer ce qu'on appelle les qualifications. Donc, il y a un certain nombre de critères, de cases à cocher. Est-ce qu'on a fait un petit peu d'enseignement? Est-ce qu'on a publié des papiers? Dans quel type de revue? Donc, est-ce qu'elles sont bien classées ou pas? Ces revues-là. Voilà, donc il y a un petit peu des cases à cocher comme ça pour valider qu'on a les compétences requises, en plus bien évidemment de l'obtention d'un doctorat, bien sûr, c'est une case à cocher, avoir son doctorat, et donc de dire voilà, on a coché toutes les cases et on est capable d'être maître de conférence, enseignant-chercheur, et donc ensuite on postule sur cette grosse plateforme finalement, et où à la fin, toutes les universités françaises vont poster une liste de postes à pourvoir dans leurs universités et où on va pouvoir ensuite postuler dans les universités qu'on souhaite. Et ensuite, potentiellement, ces universités-là nous recontactent pour aller passer une audition. On auditionne potentiellement, si on a eu la chance d'être invité dans plusieurs universités, et selon les résultats de l'audition, on a embauché ou pas dans l'université qu'on souhaitait, plus ou moins. Voilà. Les mêmes qualités qui font, entre guillemets, un bon doctorant sont aussi des qualités qui font un bon chercheur, même si elles ne font pas nécessairement un bon enseignant-chercheur, c'est-à-dire un professionnel à l'université qui à la fois est chercheur, mais aussi enseignant et impliqué dans la vie, notamment pédagogique, de son institution de rattachement. Pendant ma thèse, j'ai eu la chance de publier un article pendant ma thèse. Et donc j'ai été contactée par une chercheure à Sciences Po qui avait lu mon papier publié et qui était intéressée pour travailler avec moi. Elle m'a contactée, elle m'a proposé un post-doctorat. À l'époque, je ne savais pas si je voulais continuer dans la recherche parce que j'avais souffert pendant ma thèse, je pense comme beaucoup de doctorants. Et donc j'ai un peu hésité. Et puis je me suis dit, allez, j'ai rien à perdre, j'y vais, si ça me plaît pas au bout de 6 mois, je m'en vais. Et puis voilà. Et j'y suis allée et j'ai découvert que faire de la recherche en post-doctorat, ça n'a rien à voir avec faire de la recherche en thèse. Et donc là, j'ai vraiment compris pourquoi ça me plaisait. Et je me suis pris de passion pour ce métier, chose que j'avais pas du tout eu pendant ma thèse. Et donc j'ai fait 1 an de post-doctorat, c'était censé durer 2 ans, voire une 3e année. Et en fait, au début de ma 2e année, j'ai été contactée par l'université dans laquelle je suis aujourd'hui, en me disant qu'il y avait un poste qui s'ouvrait, qui cherchait des personnes qui avaient un peu mon profil. Et ils m'ont demandé si j'étais intéressée, et donc j'ai candidaté et je l'ai eu. Et donc maintenant, je suis maître de conférence ici. Après 3 ans de postdoc, j'ai fait 4 ans comme assistant professeur à Marseille. Donc pas maître de conf, mais un poste tenure track où
fait, tu es en CDD et après, si tout se passe bien, tu peux être titularisé sur un poste de prof. Et après ça, j'ai passé le CNRS. Et où j'ai eu... Donc ça, c'était en 2020, où j'ai eu un poste de chargé de recherche au CNRS. Donc c'est un concours où c'est début janvier la date limite, où tu déposes d'abord un gros dossier où à la fois sur tes travaux réalisés, où tu dois décrire en une dizaine de pages toutes les publics que tu as faites, etc. depuis la thèse. Et puis après il y a un projet de recherche que tu dois rédiger aussi en une dizaine de pages. Et aussi contacter un labo qui va te soutenir dans ta candidature pour une fois que potentiellement tu auras le concours, il pourra t'accueillir. C'est un concours national. Donc après, ton dossier il est évalué par un comité avec des chercheurs issus de différents labos et des candidats qui postulent, qui viennent d'un peu partout. Après, tu as une première phase où les dossiers sélectionnés ils sont auditionnés, où là tu présentes pendant une quinzaine de minutes, tu as aussi 20 minutes de questions. Et à l'issue de ça, en fonction du nombre de postes que tu as chaque année, tu as un certain nombre de chercheurs qui sont sélectionnés au niveau national. Et après, tu vas dans le labo officiellement que tu avais demandé. Je suis actuellement postdoctorante à l'ISEG School of Management. Et donc, je suis également au centre de recherche iRisk et au laboratoire LEM, donc Lille Économie et Management. Je cherche un travail de maître de conférence. En ce moment, je suis en train de postuler donc, au poste de maître de conférence. Donc, c'est un peu ça mon objectif. Alors là, je suis en postdoc à Lyon. Je suis en postdoc dans un labo qui s'appelle le GATT. Là, la rentrée prochaine, donc en septembre 2025, je vais commencer un postdoc. Donc là, pour l'instant, le plan de carrière, c'est de faire le postdoc. Et après, de réfléchir à est-ce que j'ai envie d'être maître de conférence comme Mariam, ma mentor, ou de plutôt me diriger vers les institutions. Donc je me laisse le postdoc pour voir si vraiment la recherche, ça me plaît. Mais pour l'instant, ça me plaît, donc il n'y a pas de raison que ça me plaise plus. Et par contre, pour voir surtout si ça me manque de donner cours. Parce que c'est la variable que j'aime un peu le moins dans le métier. Donc, si ça me manque de donner cours, je foncerai pour être prof à la fac. Je pense qu'avec le temps, on gagne en assurance. Je pense qu'au début, on est toujours en train de se demander si on fait les bons choix, si c'est comme ça qu'il faut faire, si... on est un peu paumé, on tâtonne quoi, et puis et je pense qu'avec le temps c'est un peu plus comment faire les choses, quels sont comment il faut mettre en place le design, les questions de recherche, qu'est-ce qui va être convaincant, qu'est-ce qui va pas l'être. Je pense que c'est ça qui joue. Après, je pense que ce qui change aussi beaucoup, c'est le rôle dans les collaborations. Je pense que quand on est au début de sa carrière, doctorant, mais même après, en postdoc, au début de sa carrière, souvent dans la division des tâches, dans les collaborations, on va avoir les seniors qui vont écrire et les doctorants qui vont faire, les jeunes chercheurs des travail empirique en gros, traitement des données, etc. Et plus la carrière avance, et plus en fait on fait plus le travail empirique et on devient celui qui écrit le papier, donne l'idée, les directions, etc. Une fois qu'on a fait nos preuves entre guillemets, bien sûr c'est une toute petite partie du chemin, mais enfin c'est beaucoup plus facile d'avoir des projets où on collabore, on co-auteur, c'est-à-dire on va vraiment faire des discussions où on prend les décisions ensemble sur les choix expérimentaux, où on écrit les papiers ensemble, on collecte les données ensemble, on les analyse ensemble, et donc on se sent moins seul par rapport à ça. Il y a en fait une répartition du travail qui est beaucoup plus équilibrée, et peut-être un ping-pong qui est beaucoup plus fréquent dans le travail de recherche, et ça c'est très épanouissant. En tous les cas pour moi c'était très épanouissant. Probablement que ça n'est pas pour tout le monde, il y a probablement des personnes qui aiment beaucoup le côté solitaire dans la recherche, c'était pas du tout mon cas. Et donc c'est pour ça que je me suis vraiment épanouie après, quand j'ai découvert ce que c'était vraiment de co-auteurer avec des gens, et c'est vraiment un travail d'équipe en fait. Et ce travail d'équipe là,
on l'a pas pendant notre thèse et c'est normal, parce qu'on doit faire nos preuves. Je pense qu'on va faire à peu près la même chose, donc moi je veux continuer dans la carrière universitaire. Inch'Allah, comme on dit. Et après, là, je suis en train de réfléchir aussi. Bon, je réfléchis très en avance parce que pour l'instant, j'ai pas beaucoup de chapitres de thèse qui sont prêts non plus. Mais j'aimerais bien faire un postdoc entre-temps. Voilà, pour élargir un peu mon sujet aussi, plus être que sur le don. Voilà. Et après, tenter les postes de maître de conf, quoi. Ouais, bah c'est un peu ça aussi. Moi, comme je disais tout à l'heure, j'adore l'enseignement et la recherche, donc j'aimerais vraiment continuer dedans. Après, il y a une question de conditions nécessaires qui sont que c'est assez compliqué de trouver des postes aujourd'hui. Et donc, ouais, il y a plusieurs opportunités de postdoc que je commence à entrevoir ou de trucs que je me dis ça je pourrais faire, et donc ça permettrait de combler un peu les trous en attendant, et puis ouais, voilà. Mais oui, dans l'idée, c'est de poursuivre dans l'enseignement et de la recherche. I don't know whether within academia or outside, but for sure I know that I want to do research and research related things. In what, where and how it's gonna happen, we will see. Dans l'idée, j'aimerais continuer en postdoctorat et changer de sujet. Et j'aimerais travailler sur la transmission intergénérationnelle des violences intrafamiliales. Peut-être m'éloigner un peu du cerveau pour aller plus sur de la psycho et de la génétique. Donc voilà, et j'espère aux Pays-Bas. I have an idea of what I want to do. If I'm gonna do it, I don't know, but I would like to go back to international organizations, so do research from international organizations like the OECD, the United Nations, research centers. So yeah, apply my research there. Maintenant, je suis du coup dans le programme INRIA Startup Studio pour développer un projet d'entreprise où le but c'est de développer des effets audio pour les musiciens en intégrant des outils d'intelligence artificielle. Premier prototype qu'on a développé pour ce projet d'entreprise, c'était pendant un hackathon pendant ma thèse, où j'ai eu l'idée de mêler un peu ce que j'utilisais pendant ma thèse, donc c'est-à-dire des réseaux de neurones récurrents, donc des réseaux de neurones artificiels qu'on utilise en intelligence artificielle, et ma passion qui est la musique. Et donc aujourd'hui on utilise toujours des outils d'IA, d'intelligence artificielle, qui faisaient partie de ma thèse. Le scénario idéal, ça serait de rester chercheur affilié dans un labo de recherche, continuer à faire un peu de la recherche fonda, voire de la recherche appliquée, mais plus ou moins académique, et de réussir à trouver un poste de recherche appliquée dans le sens typiquement de l'évaluation d'impact, ou ce type de poste d'analyste sur des projets de politique publique, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Ça c'est l'idéal, mais je ne sais pas si ça sera réalisable ou pas. Moi j'ai un peu la même idée, donc bon courage. Non mais en gros, j'ai un peu... Enfin je pense que maintenant aussi on sait ce qu'on veut peut-être pas faire, mais il va falloir trouver ce qu'on veut faire. Et ça sera plus compliqué parce que... Voilà, on peut tirer des conclusions sur... moi, j'ai l'impression d'avoir un petit peu... d'être OK avec le fait que je veux pas continuer dans le monde académique, donc faire le parcours traditionnel est très compliqué pour rentrer dans ce monde-là. Mais ensuite, l'univers des possibles est très large, et entre ce qu'on veut faire et ce qu'on peut faire, il y a aussi des fossés des fois. Donc c'est une question à laquelle effectivement j'aime pas trop répondre, parce que encore une fois ça m'angoisse beaucoup. J'ai des idées mais je sais pas ce que je pourrais faire surtout. Moi du coup je vais pas continuer dans la recherche. Oh non. Non, pas du tout. Mais je sais pas trop ce que... Mon but à très 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 long terme, ce serait potentiellement d'ouvrir un café et de faire un coin table ronde en soirée avec des professionnels qui viendraient, qui échangeraient avec les gens du café,
mais ça peut être des professionnels de tout, de la santé, de l'environnement, de plein de choses pour faire un peu café, débat, etc. Donc je pense que l'objectif un peu à court terme, c'est de soit faire de la vulgarisation, mais c'est... Je sais pas, je pense que c'est assez solitaire, soit aller dans des structures justement qui font un peu le lien entre la science et le public, type Cité des sciences, des choses comme ça. Voilà. Mais rester plutôt dans la science, mais de très loin quoi.